Walter Benjamin nous a laissé, juste avant son suicide, un texte passionnant sur le concept d'histoire et sur notre relation au passé. L'écrivain Aurélien Bélanger en parle dans son livre, qu'il a sobrement intitulé Le XXe siècle, et il nous rappelle que si Benjamin n'a finalement pas prophétisé grand-chose de son vivant, l'écrivain Aurélien Bélanger en parle dans son livre sobrement intitulé Le XXe siècle, et nous rappelle que si Benjamin n'a finalement pas prophétisé grand-chose, il a quand même permis la création de la théorie critique et de l'école de Francfort en étant le mentor, le père spirituel d'Adorno, qui d'ailleurs avait sauvé Benjamin en repêchant sa thèse sur le drame baroque des années plus tard pour arriver à le nommer professeur, à lui donner un moyen de subsistance. Et c'est aussi le premier Adorno qui a critiqué les médias comme une machine d'abêtissement. Benjamin va mettre Adorno comme son légataire testamentaire au moment de se suicider. Et pour Bélanger, Benjamin était carrément un martyr du fascisme nazi et un marxiste hétérodoxe, dans un XXe siècle où la vie intellectuelle s'est construite, presque s'est résumée, à la longue réception de Freud, et donc à penser la disparition de l'individualité, la question de l'identification des individus et finalement de leur existence même. C'est tout ce marasme qui a influencé Louis Althusser, le professeur, vous savez, des nouveaux philosophes français à l'ENS, quand il a dit que l'individu n'existe pas. Et Benjamin, lui, était un auteur religieux d'abord, parce qu'il a beaucoup échangé toute sa vie avec Gershom Scholem, et il a essayé d'articuler ce que personne n'avait fait avant lui, c'est-à-dire le messianisme juif avec le matérialisme historique de Karl Marx. Le penseur marxiste Daniel Ben-Saïd disait d'ailleurs de Benjamin qu'il était une sentinelle messianique. Et justement, dans ce fameux livre dont je vous parle, qui s'appelle Sur le concept de l'histoire, Benjamin réalise un tour de force incroyable en articulant un message original, un message puissant, juste au moment précis du pacte germano-soviétique et évidemment de son exil, un exil qui termine à Marseille avec sa cousine Hannah Arendt. Et Bélanger qui dit finalement que Benjamin réussit in extremis à passer ce que lui appelle le rite castrateur de la philosophie kantienne, qui fait que tous les philosophes allemands, tous les penseurs allemands en viennent à un moment donné à vouloir tuer le père, à vouloir tuer Kant. Eh bien, c'est un peu ce que fait Benjamin en se mesurant au grand homme, en apportant finalement une nouvelle sociologie de l'histoire, à travers un adage qui va devenir peu à peu son héritage dans la pensée occidentale. Cette phrase, elle est simple, c'est « le sceau du tigre est dans le passé ». Alors de quoi parle Benjamin ? D'abord, il parle de rédemption du passé, c'est-à-dire, je le cite, d'une possibilité d'accomplir ce qui nous a été refusé. Et il allie, Benjamin, ça à un concept qu'il appelle le ressouvenir, le Zeker, qui ne désigne pas la conservation dans la mémoire des événements du passé, mais leur réactualisation dans l'expérience présente, leur réminiscence, si vous voulez. Et il propose même son propre remède à l'accélération de l'histoire dans la remémoration, justement, du passé. On appelle ça en allemand « Lengedenken ». Et il nous dit, Benjamin, que la référence au passé, c'est finalement le réel moteur du mouvement révolutionnaire. Parce que c'est lui qui a pour mission, qui doit balayer le passé et le présent pour tenter de les révéler enfin à leur même disponibilité. Et il suggère, Benjamin, que la théologie, alors la théologie sous sa forme messianique particulière, a aussi son rôle à jouer dans ce processus d'émancipation. Il rejette d'ailleurs la fameuse croyance marxiste selon laquelle le progrès de l'histoire mènerait d'une façon irrésistible, automatique, irréversible à la victoire du prolétariat. Parce que Benjamin se désolidarise aussi d'une autre idée de Marx, c'est celle de lier l'accélération et la révolution. Et même si Benjamin admet que si les révolutions ont créé un nouveau, par exemple, calendrier, c'est la Révolution française. Ce calendrier révolutionnaire, il est d'abord fait pour éclater, pour être un accélérateur historique, en fait, qui va éclater justement ce continuum de l'histoire. Benjamin le reconnaît, mais il rapporte une autre anecdote, qu'en dit encore plus long. Elle concerne les révolutionnaires de juillet 1830. Vous savez, c'est ceux que vous voyez dans le magnifique tableau
la liberté guidant le peuple. Eh bien, lui, il nous raconte qu'ils ont tiré littéralement sur des horloges pour, je cite Benjamin, arrêter le jour. Ce qu'ils refusaient, ces révolutionnaires, c'était carrément le temps continu, le temps homogène que ces horloges, justement, représentent, et qui est aussi, pour eux, pour l'histoire des prolétaires, le temps mécanique, le temps discipliné des usines. Et donc, ils voulaient, par cet acte de tirer sur des horloges, stopper le cours de l'histoire. Alors, vous allez me dire, c'est aussi désespérant qu'illusoire, c'est presque romantique. Mais l'arrêt ou le blocage de l'histoire, qu'on retrouve d'ailleurs dans le concept de Virilio, l'immobilité fulgurante, qui va être repris ensuite par Hartmut Rosa, c'est plutôt une condition pour pouvoir reprendre la main, contester l'accélération de l'histoire, et Benjamin nous le résume dans les notes préparatoires pour son texte sur le concept d'histoire. Il dit « Marx avait dit que la révolution et les révolutions sont la locomotive de l'histoire mondiale. Mais il se peut que les choses se présentent tout autrement. Il se peut que les révolutions soient l'acte par l'humanité qui voyage dans ce train à haute vitesse, de tirer le frein d'urgence. C'est rare comme vision de considérer qu'une révolution, c'est justement pour empêcher le monde d'avancer. Et il a même enfoncé le clou en s'attaquant directement à l'accélération technologique lorsqu'il dit que le véritable homme politique ne calcule qu'en termes d'échéance. Là, je vous fais une parenthèse, ça n'a pas beaucoup changé. Mais Benjamin nous dit que si l'élimination de la bourgeoisie n'est pas accomplie avant un moment presque calculable, prévisible, de l'évolution technique et scientifique, indiquée par l'inflation et la guerre chimique, la prolifération des armes, si vous voulez, alors tout est perdu. Il dit qu'il faut couper la mèche qui brûle avant que l'étincelle n'atteigne la dynamite. Et Benjamin analyse aussi le rapport des révolutionnaires au passé. Et c'est de là d'ailleurs qu'il trouve sa fameuse image du tigre dans le passé. En disant que finalement, je le cite, l'histoire est l'objet d'une construction dont le lieu n'est pas le temps homogène, le temps vide, mais au contraire un temps saturé d'à présent. Robespierre, lui, il voyait la Rome antique comme un passé justement qui était chargé, qui était saturé d'à présent et qui voulait arracher au continuum de l'histoire. L'à présent, pour Benjamin, c'est quelque chose, c'est un concept qui lui est propre, c'est une réserve d'image dialectique qui est toujours disponible si on arrive à actualiser le passé et à faire du passé une expérience qui finalement ne s'arrête jamais, n'est jamais achevée, pour peu qu'on ait ce talent, celui de l'orateur, celui du politique, de savoir saisir les possibles inaboutis que le passé portait en lui. Et la Révolution française, par exemple, se comprenait comme une seconde Rome, elle se voulait comme une seconde Rome. Elle citait à foison l'ancienne Rome antique, exactement comme la mode cite, dit Benjamin, un costume d'autrefois. Parce que la mode, elle sait flairer l'actuel si profondément qu'il se niche dans les fourrés de l'autrefois. Elle est justement, nous dit Benjamin, le saut du tigre dans le passé. Mais ceci a lieu dans une arène particulière où commande la classe dominante. Et le même saut qui est effectué sous le ciel libre de l'histoire, eh bien c'est le saut dialectique, celui de Marx, celui de la révolution, tel que les marxistes la conçoivent. Karl Kraus, d'ailleurs, va la décrire en disant que l'origine, c'est le but, que la réalisation de la révolution passe par un retour, d'où son concept de révolution, à l'origine, et que c'est un saut dans le passé qui est finalement un surgissement. Ça revient, ce saut dans le passé, à arrêter le temps, comme les révolutionnaires qui tiraient sur les horloges, pour permettre au passé oublié, au passé refourlé, une espèce de passé freudien, de surgir à nouveau et d'être ainsi repris et sauvé dans l'actuel, le fameux à présent. C'est le mouvement inverse, en fait, du passé qui fait irruption dans le présent pour en inspirer et en légitimer les luttes. Ce qui va participer d'ailleurs à son retour à la mode très très récente. Et Benjamin d'ailleurs, à l'époque, prend ses distances dans son dernier livre, donc sur le concept d'histoire, à la toute fin de sa vie, avec la social-démocratie qu'il a défendue de son époque, à cause justement
de son culte du progrès. Et il nous dit, Benjamin, que ce culte implique un primat de l'avenir aux dépens du passé. Alors que lui, il a la conviction qu'il existe un rendez-vous tacite entre les générations passées et la nôtre. Il veut rencontrer les grands, les mânes d'avant. Il parle même déjà de la convergence des luttes, si vous voulez, dans leur continuité, pas comme aujourd'hui dans leur rassemblement. Et il s'appuie pour ça sur l'idée de l'image dialectique. Pour lui, c'est pas que le passé jette sa lumière sur le présent, ou que le présent jette sa lumière sur le passé d'ailleurs, c'est plutôt que l'image est justement ce en quoi le passé converge avec le présent dans une forme de constellation. Alors que la relation entre l'alleur et le maintenant, elle est purement temporelle, elle est continue. Et la relation du passé avec le présent, elle ne peut, pour Benjamin, n'être que dialectique. Elle ne peut se faire que par bond. Et pour lui, l'instant dans lequel le passé converge justement avec le présent dans une image, dans une constellation de sens, si vous voulez, c'est justement ce moment fuyant dans lequel le présent se reconnaît, il se reconnaît signifié dans le passé, et ce moment dans lequel le passé, lui aussi, trouve dans le présent tout son sens, tout son accomplissement. Comme si finalement, dans une frise, si vous voulez, on arrivait à reprendre une histoire qui était interrompue. Et souvent d'ailleurs, une histoire de lutte. C'est, pour Benjamin, le sens même des luttes confisquées, vaincues, effacées. Et il a d'ailleurs à l'époque le courage de prendre le contre-pied de la conception de l'histoire de Marx, qui lui, à l'inverse, voyait la classe combattante et opprimée comme la dernière classe asservie, comme la classe vengeresse, celle qui, au nom des générations de vaincus qui l'ont précédé, allait mener à son terme l'œuvre, je cite, de libération. Seulement, nous dit Benjamin, c'est cette conscience qui a pu effacer Blanqui, qui a pu effacer le socialisme utopique en seulement 3 décennies, sous le coup de butoir de la plume de Marx, qui attribuait à la classe ouvrière un rôle nouveau, le rôle de rédemptrice des générations futures. Alors que lui, il dit que finalement, c'est ce qui a désappris la haine, mais surtout l'esprit de sacrifice. Parce que toutes ces classes se nourrissaient de l'image de leurs ancêtres qui étaient asservis. Et elles n'arrivent pas à se nourrir de l'idéal d'une descendance affranchie, hyper abstraite. C'est le projet d'ailleurs révolutionnaire du spartakisme. Ça a été très rapide, très succinct, mais c'est un projet qui a été lancé au début du siècle dernier par Rosa Luxembourg, et son nom, le spartakisme, fait référence à la grande révolte d'esclaves qui avait été écrasée par les Romains au 1er siècle avant notre ère, et qui se réfère, selon Benjamin, à une longue tradition juive, une tradition de la mémoire dans l'impératif, ce qu'on appelle le zakor, qu'on pourrait traduire par le souviens-toi. Et Benjamin va jusqu'à évoquer une figure historique, la figure de l'Angelus Novus, l'ange de l'histoire. Cet ange qui peut nous arracher justement du continuum de l'histoire pour, nous dit Benjamin, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. C'est un concept pareil, très judaïque, celui de la réparation des vases. Et il propose, Benjamin, une toute nouvelle version de l'histoire maîtresse de la vie, en la débarrassant d'abord du culte des grands hommes, et ensuite en se réappropriant plusieurs fonctions du topos antique. D'abord, une fonction qu'il appelle pragmatique, qui en fait a la fonction d'aide à la décision, celle qui nous concerne aujourd'hui dans cette formation. Ensuite, la fonction révolutionnaire, parce que dans son cas, c'est une fonction normative, une fonction d'inspiration, de légitimation, mais aussi de jugement. Et il donne d'ailleurs, Benjamin, à la tradition des opprimés une dimension éthique. Il va même jusqu'à ajouter, avec son concept dont on parlait de rédemption, une nouvelle fonction de l'histoire. Lui, il nous dit qu'en plus de connaître, de légitimer, d'inspirer, de juger, l'histoire, elle peut aussi sauver le passé, en réactualisant toutes ces possibilités enfuies, toutes ces utopies oubliées, abandonnées, délaissées. Et il met l'accent sur la mémoire plus que sur l'histoire. En ce faisant, Benjamin développe une toute nouvelle forme d'écriture de l'histoire, une forme qui est plus soucieuse de rendre compte du passé, en fait, du passé oublié, celui des vaincus, celui des petits,
Et il ne renie pas d'ailleurs la charge pratique et la charge politique de ce passé. Christophe Bouton, dans son bouquin sur l'accélération de l'histoire, va parler à ce propos d'une memoria magistra vitae. Et il va rapprocher cette histoire, celle de Benjamin, de l'histoire hérétique de Jacques Rancière ou des travaux sur la classe ouvrière qui avaient été effectués par Edward Thompson. Et Aurélien Bélanger, l'écrivain qui rêvait d'écrire une biographie intellectuelle de Benjamin et qui lui a consacré donc récemment son livre Le XXe siècle, nous dit qu'en fait, Benjamin ne pouvait que devenir kitsch aujourd'hui, un peu comme Gramsci d'ailleurs l'est depuis quelques années, parce qu'au fond, on vivrait pour lui un moment benjaminien de la gauche. Un moment où, vous savez, Benjamin critiquait le progrès, mais il le critiquait dans un moment qui était un moment anti-autoritaire. Et aujourd'hui, Bélanger nous dit que ce que nous vivons, c'est tout simplement le moment le plus anti-autoritaire depuis mai 68. Et il formule même cette pensée d'une révolution qui ne ferait pas table rase, une révolution qui se remémorerait et finalement qui permettrait de devenir une brèche du présent sans être présentiste. Elle existe car, selon Bélanger, notre époque voit aussi émerger à l'opposé de son spectre un gramscisme de droite, avec cette notion justement de la guerre culturelle, de l'hégémonie culturelle que Gramsci, qui a été mis en prison par les fascistes en Italie, avait écrit, avait théorisé dans ses cahiers de prison. Eh bien, pour Bélanger, elle aurait généré ce gramscisme de droite dès 1973 avec la revue Éléments, qui est une revue réactionnaire, qui est portée par l'intellectuel Alain de Benoît, qui est un des maîtres à penser de Renaud Camus, par exemple, qui a théorisé le fameux grand remplacement. Eh bien, ce gramscisme de droite va déboucher finalement pour Bélanger sur le printemps républicain. Vous savez, c'est un mouvement qui a été fondé en 2016 par Laurent Bouvet et par des anciens socialistes qui voulaient lutter contre le communautarisme. Et ce que nous dit Bélanger, c'est que c'est aussi cette opposition qui rend de plus en plus plausible la victoire d'une Le Pen à la présidentielle. Parce que ce conflit, il se retrouve dans la cohabitation, plus ou moins conflictuelle d'ailleurs, plutôt plus, de plusieurs régimes d'historicité dans notre époque. On se pose d'ailleurs de nouveau, que ce soit individuellement ou collectivement d'ailleurs, la question nietzschéenne de l'utilité de l'histoire. Ce qu'on est en train de faire ensemble. Parce que l'histoire, elle doit nous orienter, elle doit nous aider à prendre des décisions, que ce soit des décisions politiques ou des décisions personnelles. Elle doit nous permettre pour ça d'élaborer des diagnostics, pas d'avancer au doigt mouillé. Et elle doit aussi nous prévenir, et nous prévenir au double sens du terme, c'est-à-dire nous informer, mais aussi nous empêcher. Jared Diamond, par exemple, dans sa réflexion, dans son livre Collapse, ou Effondrement en français, qui est sorti en 2005, a réussi à convertir toute la Silicon Valley justement à la collapsologie, à ce rapport à l'effondrement des civilisations, qui finalement est la suite de la grève. Vous savez, c'est un livre libéral, profession de foi libérale, de Ayn Rand, où elle avait inventé une grève des capitalistes, parce qu'elle voit comme des hommes productifs. Et ce livre-là a été la Bible, le livre de chevet de tous les courtiers, les financiers de Wall Street, et c'est ça qui a construit pour eux la forme d'individualisme la plus extrême dès les années 60, qui donnera plus tard les années Frick dans les années 80, les années Reagan, les années Thatcher. Nous vivons d'ailleurs, depuis le début de notre siècle, un temps inédit, qui nous dit qu'on ne peut plus se passer du passé. Ce temps qui lutte pour battre le présentisme et pour devenir le nouveau régime d'historicité dominant, c'est celui de l'Anthropocène. Alors l'Anthropocène, vous en avez déjà entendu parler, c'est une nouvelle historicité où l'utopie, c'est-à-dire le souci de préserver la planète, a remplacé l'utopie. Le souci de l'avenir, d'ailleurs, n'a plus le sens du souci de soi, du fameux Dasein chez Heidegger, mais plutôt d'un souci des autres, un peu de la philosophie du Caire. Vous savez, on en parlait il y a quelques années, c'était le projet politique de Martine Aubry face à François Hollande pendant les primaires socialistes de 2012. Et l'Anthropocène, justement, il a fait éclater ces bulles présentistes en une multiplicité de temporalités qui sont à jamais incommensurables les unes avec les autres. Et puis, pourtant, c'est Hartog déjà qui nous dit qu'on ne peut pas les tenir pour séparer, parce que nous sommes tous, sur la planète Terre, dans le même bateau. Et même si chacun voit son chemin différemment, eh bien, nous allons dans le mur collectivement. Alors, il reste bien sûr des passéistes, il reste des futuristes aussi, qui sont les héritiers des anciens régimes d'historicité avant dominants, qui sont finalement modifiés lors de leur passage dans la modernité et lors de leur passage, entre guillemets, à la minorité, on va dire. Le passéisme, eh bien,
c'est celui qui voit l'histoire comme maîtresse de vie, bien sûr, et il perdure quand même en quelques occasions. Et le futurisme, lui, il s'est scindé en deux sous-régimes qui sont désormais totalement opposés. Il y a celui qui s'oppose au culte du progrès, et il y a aussi celui qui affirme une autre relation au temps, une autre relation à l'avenir, dans ce qu'il appelle des utopies sociales, des utopies réelles, des utopies concrètes. C'est comme ça que les nomme par exemple le sociologue américain Eric Olin Wright, qu'en est un des premiers penseurs.